Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous partage la première partie de cette hors-série sur le féminin sacré que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Manon Rioux au mois de décembre. Alors vous avez déjà entendu, pour les fidèles du podcast, son mari, Xavier Rioux. Mais aujourd'hui, on va aborder le sujet du féminin sacré avec tout ce que cela comporte en termes de compréhension de la structure sociétale, de ce qui se passe pour une femme, en quoi cela est important, et bien plus encore. C'est avant tout un partage entre deux femmes, entre deux professionnels, des questions que l'on se pose, des remarques aussi que l'on s'est faites. Avant d'écouter tout cela, laissez-moi vous parler de Manon. Elle est professeure de yoga, diplômée du Yoga Institute of Mumbai en Inde. Et elle enseigne avec son mari depuis plus de 10 ans à la Chaux-de-Fonds. C'est lorsqu'elle est devenue maman qu'il y a vraiment eu une révélation pour elle. Elle s'est découvert une passion pour le monde des naissances, la physiologie et en fait plus globalement la puissance des femmes. De là, elle a suivi une formation de doula en 2015 afin d'accompagner les couples dans leur parcours vers la parentalité dans tout ce qui est non médical. Puisque c'est une passionnée, elle se forme sans cesse, que ce soit à travers des lectures, en naviguant entre le féminisme, la spiritualité, la maternité, ou en participant à des stages et formations. En 2016, elle a commencé à faciliter des tentes rouges en duo avec une amie, et ces dernières années, elle a développé des retraites qu'elle anime autour du thème du féminin sacré. Vous allez d'ailleurs avoir en note de podcast tous les liens pour la suivre, et aussi vous pouvez être tenu informé des différents stages et retraites qu'elle propose. Ce qui lui tient le plus à cœur, et si on devait résumer tout cela, c'est de partager des choses qui se vivent et non qui se décrivent. Parce que ça provient justement de l'inconscient et du sacré. Que ce soit en tant que prof de yoga, doula ou facilitatrice lors de cercles, elle fait vivre et transmettre des richesses millénaires qui ont su traverser les âges parce qu'elle portait en elle quelque chose de fondamental. Donc c'est pour ces belles choses que c'est un énorme plaisir de vous partager cette interview. J'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer très confortablement, à ouvrir grand vos oreilles et votre cœur et à tout simplement profiter. J'en suis arrivée à me dire que pour pouvoir le décrire, c'est un peu quelque chose d'indescriptible, puis plutôt quelque chose qui se vit. Ouais. Et moi, je l'ai vécu. Puis en fait, c'est justement, j'ai eu comme un changement dans ma vie le jour où j'ai vécu ma première tente rouge, où j'ai vécu pour la première fois un cercle de femmes. T'étais déjà maman ? J'étais déjà maman et c'était dans ma formation de doula. D'accord. Donc, ouais. Du coup, en fait, j'étais déjà maman depuis 1 an à peu près. Ouais. Mais ça m'avait chamboulée de devenir maman. Vraiment, tu m'étonnes. Voilà, parce que c'est chamboulant. Mais aussi parce que j'ai ressenti beaucoup de solitude au début. Quand Xavier il travaillait encore, donc il était à 100%, il prenait des avions, il était des fois pas là plusieurs jours. Ouais. Et puis j'étais toute seule avec mon bébé, un peu complètement dépossédée enfin, je savais pas trop y faire, quoi. Je m'étais pas intéressée avant d'être maman à ce que c'était la maternité. Et puis c'est tellement d'ambivalence, il y a en même temps plein d'amour, plein de joie, plein de choses magnifiques, puis en même temps plein de difficultés. Mais les difficultés, si j'ose, c'était des difficultés par rapport à ton identité Ça partait déjà plutôt de difficultés très concrètes, de l'allaitement qui se passe pas bien, ouais. Un bébé qui se réveille la nuit et du coup la fatigue qui s'accumule, enfin toutes ces petites choses. En plus il avait des allergies, donc ça ramène encore plus de stress. Et puis donc déjà voilà, toutes ces choses qui arrivent d'un coup dans ma vie, où je dois plus m'occuper que de moi mais aussi d'un autre être. Et puis en plus il y a tout l'émotionnel qui s'ajoute. Ouais. Avec des peurs et du stress et de la fatigue. Et puis du coup, ça fait que peut-être que en plus il y a tous ces questionnements personnels d'identité. Puis tout ça m'a donné un sentiment de solitude. Ouais. Et à l'époque, donc c'était il y a 8 ans déjà, j'avais... Il a 8 ans. Oui, il a 8 ans. Ok, waouh.
J'avais vraiment, déjà même avant d'être maman, en fait, j'avais envie de vivre plus en communauté. J'avais envie, j'ai grandi dans une maison où les familles se connaissaient, puis on allait chez les uns, chez les autres. On avait un appartement en commun pour tout le monde où il y avait la télé, la seule télé de la maison. Enfin, c'était semi-communautaire, on va dire. Et j'ai un peu cette base-là d'avoir grandi comme ça, puis d'avoir une community, comme on disait. Mais comme d'avoir on disait, une communauté. Ouais. Et puis là, même si on a beaucoup d'amis, que j'avais aussi des copines qui ont eu des enfants en même temps, donc j'étais pas seule dans ma maternité, mais je me retrouvais quand même seule chez moi avec mon bébé au final. Okay. Et j'ai senti vraiment ce besoin communautaire un peu. Ouais. Où je voyais que ça suffisait pas, juste le couple et le bébé, j'avais besoin de plus. Ouais. Et on l'a pas trouvé, enfin même si on en parlait avec Xavier et tout, qu'on réfléchissait à des options, à des idées, même si lui c'est moins son truc, on y a réfléchi, puis on n'a pas spécialement trouvé de solution. Mais parallèlement, j'ai voulu faire cette formation de doula, vraiment plus pour le côté grossesse et accouchement qui m'avait complètement subjuguée. J'étais en admiration avec le travail des sages-femmes. Et bon, je ne pouvais pas devenir sage-femme parce que j'avais un bébé, que c'est 4 ans d'études et tout ça. Mais du coup, j'avais envie de me rapprocher un peu de tout ça pour pouvoir donner des cours de yoga aux femmes enceintes en sachant ce que je dis et tout. Mais en fait, ça m'a ouvert à beaucoup plus que ce que j'attendais. Parce que ça m'a ouvert justement à la sororité. Et puis, j'ai découvert cette communauté qui n'était finalement pas une communauté dans ma vie quotidienne, dans ma maison ou dans mon quartier, mais qui m'a suffisamment nourrie pour combler ce manque que je vivais, en fait. Donc, on s'est retrouvés entre femmes. Dans la formation, on a créé... les formatrices ont créé ce groupe et puis nous ont fait vivre une tente rouge. Donc, c'est un cercle de parole qui est un peu mis en scène dans une tente, même si c'est à l'intérieur. C'est pas forcément dehors, hein, mais c'est comme construire une cabane dans son salon, quoi. Oui. Tu construis une tente rouge. Et puis là, c'est là aussi que j'ai découvert un peu les règles des cercles de parole, où il y a un bâton de parole ou un objet de parole que quand tu l'as, c'est toi qui parles et les autres t'écoutent. Et que tu parles à la première personne. Et que celle qui écoute, c'est tout aussi actif que de parler. Donc l'écoute est active, c'est une écoute avec le cœur, pas avec le mental, parce que le but c'est pas de répondre à la personne, c'est pas de faire un dialogue et d'argumenter ou de répondre ou de consoler, c'est juste d'entendre ce qu'elle a à dire et puis accueillir, et puis d'accueillir, puis comme ça celle qui parle ou quand je parle, je me sens entendue profondément et puis finalement c'est un peu un dialogue avec soi-même mais avec des témoins. Et puis peut-être que ça marche aussi en mixte avec des hommes. Il y a aussi des cercles de parole mixtes, mais en tout cas là, moi, j'ai été initiée au cercle de parole entre femmes et j'ai senti, enfin, on a vécu vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe qui est un peu indescriptible. Où tout à coup, il y a ce fait de se reconnaître les unes les autres. En fait, chacune parle de son expérience personnelle, mais on se reconnaît toutes dans les paroles des autres. Ouais. C'est bien au-delà du mental, comme tu l'as très bien dit. C'est ça. Juste pour un peu le background, les tentes rouges, ça vient de où ? Enfin, moi j'ai lu le livre. Tu l'as lu ? Red Tent. Ça vient de ce livre, vraiment. Ça vient de ce livre. Le mouvement moderne des tentes rouges, ça vient de ce livre, qui est une fiction. Qu'on mettra en note. Voilà. Anita Diamant, je crois, un truc. Oui. Je sais pas en quelle année elle a écrit ce livre, mais du coup, c'est une fiction qui se passe au temps biblique,
avec des personnages bibliques connus, mais où on suit plutôt la femme de Joseph, ou de je sais plus quel... Non, pas Joseph, mais de... Jacob, voilà, parce que la femme de Joseph, on la connaît, c'est Marie. Comment je m'en rappelle de ça? Oui, j'en sais rien. C'est la femme ou la fille de Jacob, enfin toute la famille de... Et on suit les femmes au lieu de suivre les hommes. Et puis elle a inventé cette fiction avec un peu des bases quand même, je pense, ethnologiques, pour savoir un peu comment ça se passait à l'époque, mais... Où justement, ça c'est peut-être un peu inventé, mais il y avait cette idée qu'elles avaient une tante... Quand elles avaient leur menstruation. Quand elles ont leurs règles. Et puis c'était leur c'est leur lieu. Leur cercle, quoi. Voilà. Et ça, donc ça, c'est le livre qui dit ça, mais par contre, il y a plein de cultures autochtones, encore actuelles ou anciennes, où ça existe vraiment, le fait que les femmes, quand elles ont leur menstruation, elles sont... j'ai pas envie de dire exclues, parce que c'est plutôt quelque chose de valorisé, justement, même si dans certaines cultures, c'est devenu plutôt de l'exclusion et puis de l'impureté, mais disons qu'à l'époque, c'était plutôt quelque chose de valorisé, et elles se retirent ensemble, donc peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont leurs règles en même temps, et elles vivent 4-5 jours dans leur tente, et puis... Elles échangent des informations, elles échangent ce qu'elles vivent. Et je crois, pour certains peuples amérindiens, c'était aussi le centre de leur fonctionnement de société. Que les femmes vont aussi capter des visions pour la suite, pour le fonctionnement de la communauté. Mais c'est quelque chose qui est déjà de plus en plus connu juste du monde scientifique, que tout ce qui est fluctuation hormonale du cycle de la femme, qui naturellement, si on prend vraiment un truc très pragmatique, tu vois, j'aime bien donner plusieurs grilles de lecture, c'est un truc très pragmatique, il y a de toute manière des influences sur les humeurs, le corps, le mental, et puis on sait aussi que les groupes de femmes, en fait, elles se synchronisent souvent entre elles, naturellement, quand elles ne sont pas en train d'avoir justement la pilule, etc., qui annule le cycle naturel, mais on a une capacité à se synchroniser entre nous, et puis à vraiment avoir le même cycle, le même rythme. Donc c'est aussi tout à fait normal, imaginable, qu'il y ait un peu un rythme qui se passe au sein d'une communauté. Plus la communauté elle est proche l'une de l'autre, plus ça va rythmer la vie, quoi. C'est ça, et puis c'est en lien avec les cycles et les rythmes de la nature. Exactement. C'est pas pour rien qu'il y a un cycle de 28 jours avec la lune. Enfin, je veux dire, il y a des choses profondes que je trouve que... Je vais pas dire... Il y a des choses profondes que la vie, la société, ou l'évolution de la vie dans la société a comme voulu faire une scissure avec ces cycles, mais vraiment profond, et je suis pas sûre que ce soit très intelligent, en fait. C'est ça, mais sauf que ça date d'il y a très très longtemps. Voilà, en fait. Donc je pense qu'en tout cas, dans les cultures anciennes, il y avait plutôt le culte de la déesse, et la déesse qui était sous plusieurs formes. Il n'y a pas une déesse, c'est pas un seul dieu, une seule déesse. C'est plusieurs incarnations de la nature sous forme divine qui représentent les cycles, qui représentent les récoltes, qui représentent les animaux, qui représentent la nature. Quand on en parlait un petit peu au téléphone, c'est vrai il y a tout ce mouvement écoféministe que moi je trouve fascinant, mais il y avait ce lien vraiment avec le fait de la récolte, la fertilité, le fait de faire croître, pousser, qui ont vraiment un côté proprement féminin, ou je sais même pas comment. Je trouve, tu vois, ce qui est dommage dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que même ces mots, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si j'ai le droit de dire que c'est quelque chose de proprement féminin, qui appartient à la femme, c'est de la féminité, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où
n'importe quelle parole que tu vas dire va avoir un espèce d'effet déclenchant à débat. Et ce que j'essaie de communiquer là, le plus profondément et simplement possible, c'est qu'on a un lien avec la planète, hommes et femmes, et notre corps fait partie de la planète. Je veux dire, on est construit à partir d'éléments de la planète. Si à nouveau on revient, mais vraiment à la base de la base de la base de la base. Et pourquoi est-ce qu'on se sépare encore ? Et pourquoi est-ce qu'on se refuse de ça ? Puis pourquoi est-ce qu'on a encore... Moi, tu vois, je trouve tellement choquant quand j'entends des jeunes filles qui viennent juste d'être menstruées dire « Ah, c'est dégueulasse !» En anglais, on dit it's the curse, genre on t'a jeté t'as le sort, c'est la malédiction. Ouais. C'est là, mais non, enfin, tu vois, je trouve tellement stupide parce que c'est comme si en maintenant ces idées, ces concepts, ces principes, ces petites paroles, tu vois à quel point parfois juste une parole, un mot. En fait, il faut faire attention aux mots que l'on dit, dans le sens que, en disant même un petit truc, en rigolant, en fait, on réactive tout un inconscient collectif à chaque fois qu'on le pose. C'est très complexe en ce moment, ouais. Parce que, justement, il y a plusieurs combats en même temps. Ouais. Et donc, il y a ce combat d'égalité ou d'inclusivité, d'inclusion. Ouais. Et... Oui, les genres sont en train d'exploser dans plusieurs types de genres. Enfin, il y a toute cette ouverture à ce niveau-là qui est magnifique pour plein de personnes qui ne pouvaient pas vraiment s'identifier à qui que ce soit. S'exprimer. Ni s'exprimer. Ouais. Et puis, il y a l'autre, je dirais, un autre combat qui est plus justement, je pense, qui est porté par l'écoféminisme. Et je pense qu'ils sont juste parallèles. Il n'y en a pas un qui va écraser l'autre. Et puis c'est pas l'objet de ces... Non, c'est pas leur but du tout. Ils se font pas la guerre. C'est juste que... C'est ça qui est triste, c'est que finalement, ils portent tous des beaux messages. Ouais. Mais que dès qu'il y a un mot qui est mal dit, on va venir se faire la guéguerre, alors qu'au final... Le sens qu'on essaie de communiquer, il est plus profond, en fait, que le... Ouais, puis je crois que, au final, ce qu'on essaie un peu de déconstruire, c'est surtout le patriarcat. Ça y est, tu l'as posé. J'ai dit le mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire patriarcat, parce que purée, juste pour les auditeurs, cet enregistrement, il a été préparé avec Manon, mais vous n'avez pas idée du nombre de conversations. Patriarcat, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a, je ne sais plus par qui j'ai entendu, mais en lien avec l'écoféminisme, j'ai entendu que le capitalisme fait à la planète ce que le patriarcat fait aux femmes. Wow. Voilà. Alors on va le déconstruire. La femme, traditionnellement, elle a le rôle de s'occuper des enfants, de les éduquer et de faire la cuisine et le ménage. Et puis l'homme, il a le rôle d'aller travailler et de ramener de l'argent. Et du coup, il aura une reconnaissance sociale dans la société parce qu'il sort de la maison et qu'il travaille et qu'il rencontre d'autres gens et que c'est lui qui gagne l'argent. Donc là, on rejoint le capitalisme. Donc en fait, en fait, on associe dans le sens de la réussite, réussir sa vie avec le succès professionnel / financier. C'est ça. Ouais. C'est ça on est éduqué pour voir le succès comme étant gagner de l'argent en fait. Ouais. Et comme ça a été un rôle qui a été affilié aux hommes depuis longtemps maintenant, le fait de gagner de l'argent, c'est eux qui ont le succès. Et voilà, ça rejoint capitalisme et patriarcat. Ouais, absolument, ouais. Maintenant, depuis l'émancipation des femmes, depuis les révolutions féministes, et ça c'est super que les femmes puissent maintenant travailler. Ouais. Je veux dire, maintenant, depuis longtemps déjà, mais maintenant que c'est complètement admis qu'on ait des rôles égaux, que
que les femmes ont des postes égaux à des hommes, même si au niveau des salaires, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a encore du progrès à faire. Ça, c'est un exemple, typiquement, qu'il y a encore du vieux patriarcat qui est dans l'histoire, c'est que les femmes, même si elles ont les rôles et les postes égaux aux hommes, elles gagnent moins d'argent. Le fonctionnement, il reste le même, c'est-à-dire qu'on est reconnu parce qu'on travaille, parce qu'on a un statut social, qu'on a un poste élevé dans notre entreprise, qu'on soit un homme ou une femme. Ouais. Et on n'est pas valorisé parce qu'on s'occupe des enfants ou parce qu'on fait la cuisine. Et ce qui est hyper nuancé, c'est qu'on va dire « mais oui », maintenant dans le dialogue collectif, c'est « mais oui, c'est important », les gens ils se le disent, mais concrètement, non. Je veux dire, si on part sur les plans subconscients et inconscients, non, il y a une scissure. Ce qu'il faudrait, si on voulait rester dans notre monde capitaliste, mais abolir le patriarcat, il faudrait payer cher les femmes au foyer, par exemple, ou les hommes au foyer. Il faudrait reconnaître à sa juste valeur le travail domestique. Ou même, si on veut révolutionner le truc, on enlève l'argent. Oui, alors là, ce serait le top. Et là, moi, je vous conseille Sapiens comme livre, parce qu'il y a tout un aspect où il parle justement de l'argent, puis comment l'argent, en fait, finalement, on est arrivé à avoir une monnaie. Maintenant, c'est une monnaie digitale. C'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça part juste sur un fondement, mais tellement de base. Je fais une petite aparté, hein, mais c'est qu'on a confiance que l'argent a réellement une valeur. C'est un jeu de confiance. Ouais. C'est fou, hein? On se dit, tout le monde est d'accord que l'argent, ça a de la valeur. Mais en fait, c'est fictif. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a inventé. C'est hallucinant, en fait, de se dire, mais on est là comme dans un énorme jeu de Monopoly, en fait, de vie constant. Mais tout le monde est d'accord. Et à ce même paradigme de base, l'argent, ça a de la valeur. Et en ayant de l'argent, tu peux ouvrir des portes, des niveaux, de confort, etc. Pour le gain. Et du coup, il y a un peu la même chose avec les garçons et les hommes, finalement. Dans notre inconscient collectif. Et on peut le voir aussi dans des études de fonctionnement comportemental, les garçons ont plus de valeur que les filles. Les mères, elles vont peut-être plus répondre à leurs besoins plus vite quand ils sont tout bébés même. Ils vont moins laisser pleurer un garçon qu'une fille, l'allaiter plus. Plein de choses comme ça, de petits comportements qui montrent en fait et qui éduquent nos enfants de manière différente qu'ils soient garçons ou filles. Et pas chez tout le monde, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est dans l'inconscient collectif, c'est dans la société. Et je pense que peut-être là, c'est aussi intéressant de juste apporter cette nuance. À nouveau, c'est un sujet qui est extrêmement nuancé, qui est... Si justement on revient sur cet aspect de cycle, de fertilité en lien avec... le capitalisme, le patriarcat, l'écoféminisme, etc. Si on voulait que nos auditeurs y partent avec juste un message clé ou une compréhension clé de base, ça serait quoi ce message en fait par rapport à l'humain en général, par rapport au fait qu'on est dans un environnement naturel, qu'on a des cycles, Moi, c'est ce que j'essaie d'amener dans mes stages ou bien avec les femmes avec qui je travaille, c'est de justement retrouver sa nature profonde, qui est un peu sauvage et puis instinctive. Est-ce que tout le monde a une nature profonde ? J'espère. Je pense qu'il y en a chez qui c'est plus caché, plus profond, il faut creuser un peu plus. Faut prendre la pioche. Oui, voilà. Mais donc, on a tous une nature profonde, on fait tous partie de cette planète, on est tous incarnés, tous et toutes. Ouais. Et ça rejoint finalement le yoga. Finalement, le but du yoga, c'est d'être en unité totale avec le reste de l'univers, le reste du monde. C'est de ne plus faire la différence entre le soi et l'univers. C'est se fondre, faire partie du grand tout. Ouais. Et
le yoga donne finalement la recette pour y arriver. Ouais. Et c'est pas facile, et quand on y arrive, on est un être illuminé. Voilà. Et ça risque de vous prendre plusieurs incarnations, et c'est pas en faisant juste des asanas, juste au cas où. Voilà. C'est plutôt par la méditation finalement. Si on veut faire très court, si on veut prendre beaucoup de raccourcis, voilà. Si on synthétise. C'est à travers la méditation qu'on peut y arriver. Mais c'est justement passer par le corps et l'esprit pour atteindre quelque chose qui a une dimension plus spirituelle et métaphysique. Qu'est-ce qui se passerait, tu sais, j'aime bien des fois un peu imaginer un monde différent. Qu'est-ce qui se passerait si on avait, allez, 20-30% de la population, on va dire pour le coup occidentale, qui est incarnée pour le coup dans une société patriarcale, avec la structure hiérarchique du patriarcat, qui commence à entrer dans cette conscience avec ces pratiques-là. Le monde, il commence à changer comment à ce moment-là, à ton avis? Tu vois, si on fait juste un... Ben, je sais pas, je me demande si c'est pas un petit peu en train de commencer d'arriver. Et en rêvant totalement, je trouverais que ce serait super et que ça changerait le monde, mais puisque je me demande si c'est pas ça qui est en train un peu de se passer, j'ai l'impression que ça crée des grosses scissions en fait. Ouais, et pour que l'instant, ça fait éclater pas mal de trucs, donc c'est peut-être nécessaire pour arriver à quelque chose de plus serein. C'est la déconstruction pour reconstruire. On est dans les... Il y a peut-être une partie de la population qui a envie d'un retour à la nature, à la terre, d'une relation plus harmonieuse avec la nature en général. Et ça passe aussi par plein de chemins, beaucoup de mouvements différents. Chacun le voit un peu à sa manière, mais globalement, il y a quand même cette envie de retrouver notre lien profond avec la nature, avec les cycles, avec des choses basiques comme le fait de se nourrir et puis de dormir et puis voilà, de vivre tout simplement. Ouais, de pouvoir prendre le temps. Tu sais, alors au tout début du confinement, mais vraiment au tout début, il y a eu une bulle de ça s'arrête, et pour beaucoup de gens ça fait du bien. Oui. Ça a duré peut-être 5 jours. Ouais. Au grand maximum. Ouais. Et après, avec le confinement, et j'insiste là-dessus, tout le monde a vécu les choses très différemment en fonction de tellement de variables. Mais au départ, tout le monde avait besoin d'une bonne excuse pour pouvoir annuler toute cette charge mentale, professionnelle. Exactement. Et même, je me rappelle, j'en parlais, je crois, avec Xavier, etc. Ou même toi, je sais pas. Mais il y a eu à un moment donné presque un soupçon d'espoir. On s'est dit, peut-être que c'est... peut-être que le monde, il va maintenant vraiment se réveiller et prendre conscience. Il y a eu ce mouvement pas de retour à la normale, un truc comme ça, pour le déconfinement. Ouais. Il y en a qui ont manifesté pour pas revenir à la normale. Ouais, qui était un peu en mode non, mais il y a des belles choses là on a retouché. Moi, j'appelle ça presque une qualité de vie. Alors, en dehors vraiment du fait qu'on était confinés, puis qu'il y avait beaucoup de peur, mais juste le simple fait, comme tu dis, de pouvoir se poser, voir un rythme. Il y a eu une suspension qui a fait beaucoup de bien. Et après, il y a eu la peur qui s'est enclenchée avec le comment est-ce qu'on va faire, etc. Du télétravail, on est en train de poser les choses, il faut qu'on se batte presque pour survivre. Si on est indépendant, vous et moi, on a fait face au même défi de comment est-ce que je peux adapter mon travail pour continuer à en vivre. Il n'y a pas tout le monde qui a eu cette chance, etc. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce côté de revenir à quelque chose de profond et naturel, et cet appel que l'on ressent tous de pouvoir dire... Je veux dire, c'est pas pour rien que la plupart des personnes, tu les amènes devant un paysage naturel magnifique qui est ouvert, ça laisse pas indifférent. Non. Et je pense que le problème, c'est que justement, avec le patriarcat, c'est pas valorisé c'est pas valorisé d'aimer être lent, d'aimer être
être dans la nature. Enfin, c'est clairement pas quelque chose qui va forcément nous ramener de l'argent. Ça va nous ramener du bien-être, mais c'est pas ça qui est valorisé dans le patriarcat. Le bien-être, tu peux pas l'échanger, tu peux pas... Et par contre, pour revenir à ta question, oui, si on voit comme ça, si tout le monde pouvait au moins vivre un peu plus en respectant ses rythmes et sa nature, et peut-être en se nourrissant de manière correcte et en s'aérant de manière correcte, déjà des choses très basiques, ça pourrait changer déjà le fonctionnement de chacun, et puis du coup peut-être des familles, et puis du coup de la société. Ouais. Nous, en tout cas, on le vit à travers le yoga. Ça s'est fait, notre changement dans notre couple et du coup de la manière dont on a créé notre famille, c'est fait à travers les prismes du yoga, mais du coup ça passe par respecter certaines choses très basiques qui font qu'on est de base, on est assez calme, on est harmonieux, on est heureux, et puis on aime notre vie, alors qu'on vit en ville, dans la société. Mais dans notre petit noyau à nous, on a cet équilibre, en fait. Au tout début, même avant qu'on commence à enregistrer, tu étais en train de m'expliquer comment en fait, le féminin sacré, comment on en parle en français, en fait, peut-être on a de la peine à comprendre tout ce que ça représente, qu'il y a à la fois une part individuelle, une part collective. Arrive un peu à me le redire et puis dégrossir le truc. Ouais, je vais dégrossir le truc. Ouais. C'est difficile de donner une définition du féminin sacré, et parce que c'est justement plutôt quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, plus que quelque chose qui se décrit. Et ça vient travailler plutôt l'aspect plutôt physique, en parlant des cycles, tout ça, et puis l'aspect plutôt émotionnel ou psychologique, mais pas forcément intellectuel. Et puis quand on essaye de donner une définition de quelque chose, c'est de manière intellectuelle. Et aussi les combats féministes, c'est aussi intellectuel. Même si après ça s'incarne dans le monde, mais à la base c'est quelque chose de très intellectuel, et ça passe beaucoup par des débats, des idéologies, etc. Et donc le féminin sacré, c'est quelque chose de moins intellectuel et de plus personnel, donc qui va vraiment où il faut vraiment le vivre, donc s'en rendre compte par soi-même, par différentes manières. Mais le moyen d'accès, en tout cas le mien, c'était de le vivre en groupe, donc dans un cercle de femmes. Et donc ça va évoluer en parallèle, en même temps personnellement de se découvrir en tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire vraiment être une femme, biologiquement et au sein de la société patriarcale. Ouais. Et puis en groupe, c'est l'aspect de la sororité, donc en fait que les femmes se reconnaissent les unes les autres, comme je disais, quand on parle dans les tentes rouges, ce que les autres disent, on le comprend et on le reconnaît, même si on ne l'a pas vécu. On a toutes les mêmes backgrounds, les mêmes bases qui font qu'on peut se reconnaître à travers la parole de l'autre. Et ça crée un soutien, une sororité qui va justement à l'encontre du fait que les femmes dans la société patriarcale sont plutôt des rivales et se comparent, se jugent, sont vraiment en compétition. Ouais. Et c'est ça qui est valorisé dans les médias, dans toute la société telle qu'on la vit au quotidien, aussi comme on grandit, comme on est élevé. Il y a toujours une sorte de compétition. Parce que la compétition, c'est patriarcal, je pense. Mais du coup, on trouve ça aussi chez les hommes. Et oui, bien sûr. Ouais. Et donc, dans le féminin sacré, c'est se reconnaître en tant que femme comme étant des sœurs et avoir ce point en commun qui va faire que, encore une fois, j'arrive pas trop à le décrire parce que ça se vit. Ça se vit, ouais.
en tout cas moi, et je pense beaucoup de femmes de ma génération, et peut-être des précédentes, la manière dont on m'a parlé de mon corps ou dont on m'a éduquée, bah, c'était sûrement un peu aussi patriarcal, dans le sens où on décrit, par exemple, le sexe féminin, on l'appelle le vagin. Le déjà masculin, mais surtout le vagin, c'est que le canal dans lequel vient s'insérer le pénis. Enfin, le mot vagin, ça veut dire le fourreau pour l'épée, étymologiquement. Ok. Donc, ah ouais. Ouais. ok. Oui. Et du coup, pendant longtemps, moi, j'appelais mon sexe le vagin. Le fourreau. Ou alors, il y a des petits noms, mais disons, la seule partie du sexe que je nommais, c'était celle-ci. En fait, il y en a plein d'autres. Il y a la vulve. Le mot vulve, je l'ai intégré, même si je l'avais peut-être déjà entendu, je l'ai vraiment intégré comme étant finalement le nom de mon sexe visible il y a seulement quelques années. Quand je disais vagin, je voyais une vulve. Ok. Ouais. Je sais pas si toi aussi, je sais pas si beaucoup d'autres femmes aussi, mais... Alors en fait, non. Alors moi, dans ma génération, j'adore. Genre, on a quoi, 8 ans de différence, mais on voit déjà qu'il y a qu'il y a un truc. Je dirais que plus, quand j'étais petite, on donnait des petits noms. Il y avait un peu ce côté, le sexe de l'enfant, on va le rendre tout chou, c'est un petit nom, mais tu sentais que c'était un truc qu'il fallait protéger, mais enfin bref, il y avait un côté quelque chose de mystérieux, c'est chouchou, mais tu caches, tu montres pas, ça t'appartient. Ok. Et puis après, très vite, nous, à l'école, on était vraiment plus dans l'éducation très scientifique de la chose. Donc, à un moment donné, c'était mes parties génitales. Je pense que j'ai plus dit mes parties génitales que le vagin, etc. Puis après, j'étais là, voilà. Puis, moi, j'ai plus vraiment eu une éducation très biologique, scientifique, reproduction, il y a les cycles, etc. Très vite. Donc, moi aussi, à part ça, mais justement, ça, c'était très vite sur ce qui est caché, ce qui est intérieur. On apprend de manière scientifique, c'est quoi un utérus, c'est quoi des ovaires. Ouais, alors ça, effectivement, c'est quoi un vagin. Moi, j'ai pas vraiment appris, ou je m'en souviens pas avoir appris c'est quoi une vulve et c'est quoi un clitoris. Et ça, c'est quelque chose qui arrive seulement en ce moment. Hein. Ça date de, je sais plus, 2017, je crois, que le clitoris est représenté de manière juste dans les manuels scolaires. Ok, ouais, c'est vrai France. Donc en Suisse, je sais même pas si c'est déjà le cas. Non, de mémoire, alors la zone est identifiée, c'est clair, avec les grandes lèvres, petites lèvres, etc. Mais c'est vrai qu'on est plus sur l'aspect fonctionnel. C'est ce qui est communiqué, c'est l'aspect purement fonctionnel, à quoi ça sert. Puis pas peut-être ce que c'est. Là, c'est là où tu veux en venir. Oui, ce que c'est à quoi ça ressemble. Oui, c'est ça. Et puis, pour revenir au clitoris, on a découvert il n'y a pas très longtemps qu'il est bien plus grand que juste un petit capuchon. Et puis que... C'est énorme. Et à quoi il sert? Il sert uniquement au plaisir. Et ça, justement, c'était pas décrit trop dans les manuels. Enfin, toute la sexualité est orientée pour le plaisir de l'homme, finalement. Comment elle est transmise? Comme on l'entend soit dans les médias, les réseaux, soit dans l'éducation sexuelle, même sans dire c'est ça le but, comme on le décrit, comme on décrit... Oui. Et en fait, tu vois, en t'écoutant, moi je crois qu'on a vraiment... En t'écoutant, je pense que c'est... On a quel âge? T'as 30... 34. 34. On n'a que 4 ans de différence. Mais je pense que c'est propre à chacune. Mais je pense en fait... Non. Notre éducation. Non, c'est pas... Je pense qu'en fait, en t'écoutant, ce que je prends conscience, c'est à quel point, du coup, tout ce qui est réseau numérique, etc., avec juste les 4 ans de différence qu'on a, toi, t'as vécu une autre adolescence que moi. Ouais. Je pense qu'on est pile dans ce changement. Moi, j'étais ado en 2001. Et moi, j'étais ado en 2005. Et on commençait déjà à avoir plus facilement accès à... Enfin, moi, j'ai eu mon premier téléphone en 2001, je pense. Et
En 2020 ? En 2001. Ah, où j'avais d'accord. 14 ans. Ouais, et puis moi je l'ai eu à 12 ans, donc en 2003, quelque chose comme ça. Mais les conversations, en tout cas, ado, parce que c'est là où tu parles plus justement du côté, enfin voilà, les premières fois, etc. Alors, pour la femme, il y avait vraiment ce côté, la douleur de la première fois, mais très vite, on parlait aussi du plaisir féminin, de tout ça. Après, alors toujours avec le but orienté d'avoir un orgasme, mais peut-être ce qui était véhiculé, c'est la manière de faire jouir une femme, passer surtout à travers le plaisir de l'homme. Et c'est un peu ce qu'on voit par exemple dans le porno, et ce qui n'a absolument rien à voir avec une sexualité plus mature de couple, etc. Alors il peut y avoir des fois, voilà, chacun fait l'amour comme il veut, mais il y a un moment donné quand on explore ces autres choses, effectivement, là il y a une scissure. Mais moi je me rappelle très clairement qu'on parlait beaucoup du plaisir féminin, du clitoris, puis parce que surtout on parlait aussi beaucoup du fait que les filles qui se font... purée, comment ça s'appelle ? Excisées. Ouais, qu'on parlait beaucoup de l'excision des femmes, en fait. Et donc, je me rappelle très jeune poser la question, mais ça veut dire quoi ? Mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de... C'est mal, Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et puis là, il disait non, mais c'est pour pas qu'elles aient du plaisir. Et ça, je me rappelle, ma mère me dire ça, mais j'étais très très jeune parce que j'entendais parler de ça. Puis j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense que je vais avoir dans les 9-10 ans. Et donc c'est fou parce que le clitoris, on sait que ça a toujours été pour le plaisir féminin, mais c'était comme si c'était interdit. Puis je pense que ça peut renvoyer aussi, tu sais, dans ce vieux inconscient collectif, être très du coup judéo-chrétien avec l'église, que la femme, en gros, c'est une bête sauvage qui peut pas se contrôler, puis il faut absolument qu'on la contrôle. Et puis t'avais en fait dans les rôles féminins, on a tellement fait du progrès en fait, donc comme on considère la femme, parce que à une époque c'était soit t'étais mère, soit t'étais putain. Enfin, il y avait vraiment ce truc, et au jour d'aujourd'hui on a certes beaucoup de choses encore à avancer, à parler, à discuter, mais on a fait pour moi un énorme progrès. Clairement, oui, bien sûr. Mais ce côté... Ce que j'entendais par ce qui est mis en avant, c'est le plaisir de l'homme, c'est aussi plutôt qu'on a cette image, ou qu'on l'avait, peut-être tant mieux si ça change, que l'aboutissement de faire l'amour, de l'acte sexuel, c'est l'éjaculation. Ouais, c'est vrai. C'est ça un peu le sommet du truc, quoi. Ouais. Alors que non. Enfin, peut-être pour les hommes, mais finalement, pas forcément non plus. Et voilà, on en reste là pour cette première partie. Vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine. Si ça vous a plu, si ça a généré des questions, des remarques, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en note de podcast. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine.